L'élection présidentielle en Colombie, entre Abelardo de la Espriella et Iván Cepeda, a laissé le pays profondément divisé. Des citoyens ont signalé des cas de falsification de bulletins et de procès-verbaux, ce qui a jeté un voile de méfiance institutionnelle avant le second tour. Même si Cepeda est finalement revenu sur les accusations de fraude du président Petro, en déclarant « Nous n'avons pas trouvé de preuves d'événements d'une ampleur ou d'une gravité suffisante pour justifier une déclaration officielle. » Mais au-delà de la capacité de Petro à prouver une fraude, une question demeure. Comment un candidat à la Trump peut-il gagner une élection en Colombie? Tout comme en Argentine, en Équateur et au Honduras, il y a eu une intervention directe et efficace de l'administration Trump, une chose qu'elle a aussi tentée, sans succès cette fois, au Canada et en Hongrie. Le média The Grey Zone s'est rendu dans le Huila, juste à la frontière avec l'Équateur, pour comprendre comment la population locale a été touchée par l'ingérence électorale des États-Unis et pour rencontrer certains électeurs progressistes de la région. Carrefour entre le Putumayo et le Cauca, le Huila se trouve au cœur d'une zone sensible, marquée par la poursuite de la guerre civile et des conflits sociaux en Colombie. Dans le cas des États-Unis, il existe déjà des précédents qui montrent que dans de nombreuses régions d'Amérique latine, ils ont exercé leur influence sur des questions allant des guerres jusqu'à la destitution de présidents. Ici, en Colombie, on l'a vu récemment avec l'action des États-Unis qui ont inscrit le président Petro sur la liste Clinton en tant que trafiquant de drogue. Les gouvernements de l'Équateur et des États-Unis ont effectivement exercé une influence sur les élections colombiennes, dans la mesure où ils ont envoyé des observateurs pour surveiller le scrutin. De la même façon, on suit de très près la manière dont les relations entre l'Équateur et les États-Unis pourraient évoluer selon le résultat obtenu par chaque candidat. L'ingérence des États-Unis a commencé avec des déclarations politiques de Trump, Rubio et bien sûr de Bernie Moreno à propos de la Colombie et de Petro. Peu à peu, la rhétorique s'est durcie, accusant le président Petro de ne pas mener la guerre contre la drogue. On est même allé jusqu'à le placer, lui et son épouse, sur la fameuse liste Clinton, comme supposés complices du trafic de drogue et d'activités illicites. Ces accusations ont ensuite été amplifiées par les grands médias. Influencer efficacement l'opinion publique. D'abord, il a trahi l'accord qu'il avait conclu avec moi lors de notre conversation personnelle. Il s'était engagé à ne pas intervenir en Colombie, et pourtant, il a menacé de frappes de missiles. Je suis allé lui parler. Je crois que nous nous sommes quittés en bons termes. Il doit laisser au peuple colombien la liberté de voter et de choisir. Il doit cesser d'humilier les nations, de leur lancer des missiles, de proférer des menaces militaires et de bafouer le droit international humanitaire. Trump a aussi lâché son homme de main local, le président équatorien d'origine américaine, Daniel Noboa. Il a imposé des droits de douane sur le commerce bilatéral, ce qui a pratiquement paralysé les échanges à la frontière, habituellement très actives. Les pertes se chiffrent en centaines de millions. Il est même allé jusqu'à attaquer militairement la frontière, en bombardant le côté colombien, puis en menant des raids, en emprisonnant et en torturant des citoyens colombiens sur le territoire équatorien. Cette stratégie consiste à présenter, à renforcer et à souligner, à travers cette image stéréotypée des trafiquants de drogue, à la fois le gouvernement colombien et la population colombienne. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu l'épisode des attaques contre les bateaux de pêcheurs. Et même s'il est vrai que
que certaines de ces personnes pouvaient être impliquées dans le trafic, il s'agissait malgré tout d'une opération militaire menée par le gouvernement des États-Unis. L'objectif, soutenu par les factions de droite du pays, était d'exercer une influence en cherchant à associer les habitants et le gouvernement eux-mêmes au commerce de la drogue. C'est un objectif qu'ils poursuivent encore aujourd'hui et qu'ils ne cesseront pas de tenter d'atteindre. Yo creo que la política internacional sí está fluyendo en Colombia. Well, Colombia. I believe it has reached a moment of Eh bien, la Colombie, je crois, est arrivée à un moment de polarisation extrême. Il y a certains jeux politiques internes qui se jouent entre des sénateurs, entre certaines figures politiques du passé, qui refusent tout simplement de lâcher prise et qui s'obstinent à poursuivre leurs petits plans macabres. Ils ont commencé à chercher de l'aide et des faveurs à l'international, comme on l'a vu avec certains sénateurs américains, par exemple, et avec d'autres sénateurs qui se sont alignés sur l'Équateur, essayant au final de manipuler la trajectoire future de ce pays. Intentan empezar a jugar con el cambio del futuro de este país. La création d'un conflit entre la Colombie et l'Équateur fait partie des principaux instruments du grand projet américain de Trump pour consolider son pouvoir. La doctrine Monroe est appliquée à travers un nouveau plan de type Condor, porté par des figures comme les anciens présidents Álvaro Uribe et Juan Orlando Hernández, graciés par le président Trump malgré ses accusations de narcotrafic, ainsi que par les présidents actuels Milei et Daniel Noboa. Cette stratégie s'est déployée non seulement à travers des droits de douane et des taxes, à la manière de Trump sur les produits colombiens, mais aussi par un flot continu de provocations et de faux rapports. Parmi eux, plusieurs attaques de type faux positif, ainsi que des bombardements de bateaux sur la côte pacifique. Dans ces cas, l'objectif semblait être d'obtenir des résultats plutôt que de rassembler des preuves, les bilans de morts passant avant les faits établis. Oui, la politique des faux positifs dans la contre-insurrection est de retour. Donald Trump, along with our very own neighbor, Ecuador, indirectly influences our country's politics, given that they have repeatedly asserted and declared that the progressive government in Colombia is a failure. This went so far as to result in the closure of our southern borders and led to numerous conflicts with the Trump administration, which even went so far as to disparage our rather effective efforts. Beaucoup de politiciens colombiens se rendent aux États-Unis pour répandre des mensonges en leur nom. Leur objectif, c'est de reprendre le contrôle du gouvernement. They seek to seize control of the government once again. por ellos querer apoderarse nuevamente del gobierno. Il est devenu évident que la relation entre la droite équatorienne et la droite colombienne implique une manœuvre très claire, destinée à influencer la politique actuelle ou les élections en cours. Comment cela se manifeste-t-il? Eh bien, d'abord, on voit le président Uribe se rendre en Équateur, oui, pour établir une sorte d'accord avec le gouvernement équatorien. Et juste après cette visite, des tarifs ont été imposés, des tarifs injustifiés qui semblaient sortir de nulle part. Le fondateur de l'uribisme, Álvaro Uribe, ancien président condamné à 12 ans de prison, connu pour avoir mené une campagne particulièrement brutale d'assassinat paramilitaire avec le soutien de l'armée et la complicité des États-Unis, et qui a montré le même goût que Trump pour les faux positifs, a rendu visite en secret au président équatorien Daniel Noboa en février 2026. Noboa est lui-même un va-t-en-guerre, un millionnaire né à Miami, et un allié clé des États-Unis dans la région. La visite secrète a eu lieu peu de temps
avant qu'Équateur n'impose des droits de douane de 50%, en menaçant ensuite de les porter à 100% sur le commerce avec la Colombie. Cette décision a pratiquement paralysé les échanges transfrontaliers et fortement touché l'économie de régions comme le Huila, où ces entretiens sont réalisés. La rencontre devait rester confidentielle, et Uribe a d'abord nié qu'elle ait eu lieu. Mais une publication de Lavinia Balbonesi, l'épouse du président Daniel Noboa, a révélé l'affaire lorsqu'elle a partagé des photos de la réunion sur les réseaux sociaux. Malgré cette révélation, l'incident a suscité très peu d'attention de la part des grands médias. En ce moment, le gouvernement colombien, grâce aux saisies, à l'arrestation de grands barons de la drogue et à l'interdiction militaire de certaines routes du trafic, comme celle du Catatumbo et du Cañón del Miqui, a provoqué le déplacement de ces routes vers d'autres pays, notamment vers l'Équateur. Autrement dit, ce pays a vraiment affronté le problème du narcotrafic de manière structurelle, institutionnelle et militaire. Et pourtant, le gouvernement des États-Unis a cherché à remettre en question ces efforts en plaçant le gouvernement national sur cette fameuse liste, qu'on appelle parfois la liste Clinton, allant même jusqu'à vouloir y inclure le président lui-même. L'objectif, de toute évidence, était de délégitimer un gouvernement de gauche et, ce faisant, d'influencer les élections. Deslegitimar un gobierno de izquierda y desde ahí entonces incidir en las elecciones. Del Espriella s'est engagé à mettre en place un modèle similaire à celui de Javier Milei, en supprimant tous les programmes sociaux, ainsi que le processus de paix actuellement mené par le gouvernement de Gustavo Petro. Este gobierno da más inversión en la educación. Petro's government is allocating increased Le investment. gouvernement de Petro consacre davantage d'investissements à l'éducation. Il a soutenu les forces armées, notamment en augmentant les allocations alimentaires et en améliorant les logements des soldats du rang grâce à des investissements sociaux. Il apporte aussi une aide aux personnes âgées. Par ailleurs, des efforts ont été faits pour renforcer les garanties permettant aux gens de partir à la retraite. D'importants investissements sont engagés dans la construction d'infrastructures dans des régions qui, auparavant, n'avaient pas accès à l'enseignement universitaire, un enseignement qui est désormais gratuit. Education that is now tuition free. Il y a une fracture sociale assez marquée, Ford. Y ya que es gratuita. Atendida sola con pues un paño de There is a rather stark social divide. Consequently, these social policies have been Par conséquent, ces politiques sociales ont été orientées vers les mères dont les enfants se trouvent dans des situations de vulnérabilité, vers les jeunes qui fréquentent les universités et les établissements de formation pour devenir l'avenir de la Colombie, et aussi vers les personnes âgées. Cette inégalité même alimente une quête d'opportunités, des opportunités que finalement les réseaux criminels finissent par offrir. in turn offered by criminal networks. entonces atractivos para jóvenes que no tienen la oportunidad. Yet none of this matters to Donald Trump. Et pourtant, tout cela n'a aucune importance pour Donald Trump, devenu aujourd'hui une sorte de quasi-empereur du sous-continent latino-américain. Si la Colombie tombe dans son camp, il ne restera plus que le Mexique et le Brésil, déjà soumis à une intense guerre judiciaire, à des opérations asymétriques et à des manœuvres des services de renseignement. C'est un contraste frappant avec la situation d'il y a quelques années, quand un mouvement de semi-indépendance dominait encore le sous-continent. Donald Trump prévoit d'appliquer une nouvelle doctrine américaine de domination sur l'ensemble du continent et de cannibaliser les ressources de ses propres alliés. Il compte le faire surtout à travers les agences de renseignement et des gouvernements vassaux, en s'appuyant sur des relais politiques, des réseaux de renseignement et les grands médias, mais aussi sur l'armée, comme on l'a vu au Venezuela et à Cuba. Il y a d'ailleurs une forte présence de groupes armés. Hay mucha presencia de grupos armados tanto There is a heavy presence of armed groups here,
Il y a ici une forte présence de groupes armés. On trouve de tout, des factions locales, internationales et même des cartels mexicains qui opèrent dans cette région du pays. On sait déjà que la drogue, et plus précisément le trafic de drogue, représente un commerce extrêmement lucratif. Il y a aussi des bases gringo ici, 7 bases militaires américaines, mais je ne sais pas vraiment à quoi elles servent. Est-ce qu'elles aident les cartels ou est-ce qu'elles participent à la lutte contre le trafic? Difficile à dire, surtout quand on sait que les États-Unis sont après tout les premiers consommateurs de ces substances. La situation a tellement évolué qu'aujourd'hui, même si on vote avec la peur au ventre, on choisit quand même de voter. Voter dans la peur, mais au nom de l'espoir. Les approches des candidats ne pourraient pas être plus différentes. Le point fort d'Abelardo de la Espriella, c'est censé être la lutte contre les groupes armés et les criminels. Pourtant, il ne promet un investissement social, mais au contraire, des coupes profondes, et surtout, une soumission totale à Trump et à ses soutiens. De son côté, Zepeda propose d'augmenter la solde des troupes et d'investir dans de nouvelles infrastructures de sécurité, tout en continuant à financer le développement social. Mais surtout, il veut placer la Colombie au-dessus des intérêts de Trump et des multinationales, une sorte de Colombie d'abord, avec tous les risques que cela comporte. With the risk it entails.